Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à travers le site web dakar7.com que j'apprécie et que je visite tous les jours. Et je souhaite à la jeune équipe qui est venue me voir donc plein succès dans leur démarche. Alors pour ce qui est de mon parcours, c'est un parcours, je dirais, pluridisciplinaire, dans le sens où je suis titulaire d'un Master Pro en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement, donc à l'Université de Montpellier 1, avant de compléter avec une formation technique en aménagement à l'Université de Montpellier 3, Paul Valéry. Donc d'ailleurs, je compte achever le processus par la soutenance d'une thèse sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, notamment la recomposition des territoires urbains en Afrique à travers l'exemple de Dakar et de Ouagadougou. Alors, pour le parcours professionnel, j'ai commencé par une matière qui n'était pas du tout la mienne, c'est-à-dire le marketing et le commercial, dans le sens où j'étais responsable achat d'une multinationale qui s'appelle Orchestra et qui était basée à Saint-Jean-de-Védas à Montpellier. Alors, par la suite, je suis revenu dans mon cœur de métier, d'abord comme chargé d'enseignement temporaire au niveau de l'Université de Montpellier 3, à travers le laboratoire Grégo, le groupe de recherche en aménagement et urbanisme, appartenant à l'unité mixte 5043 du Centre national de la recherche scientifique française. Alors ensuite, j'ai rejoint le Centre d'études et de recherche, le Centre d'études et de réalisation technique en habitat, certes, de Montpellier, comme formateur consultant, avant, enfin, pour la première partie de ma carrière en France, d'intégrer le groupe Réal Convergence, qui est un développeur de territoire parisien et qui élaborait principalement des documents d'urbanisme à l'attention des mairies et autres collectivités locales. D'ailleurs, j'y ai été responsable d'études et également directeur d'études avant justement de porter le projet de son installation en Afrique en étant directeur des études de Réal Convergence Afrique. Donc par la suite, j'ai rejoint le Fonds de solidarité nationale qui était rattaché au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Entrepreneuriat féminin en qualité de directeur technique, avant de me retrouver comme directeur exploitation de Telium Group au Sénégal, donc avec comme grand projet des grands ensembles immobiliers dans son propre patrimoine, notamment le Radisson et le Sea Plaza. Alors, c'est à la suite de cela, justement, avec mes activités politiques, que le président m'a fait l'honneur de me nommer comme son conseiller technique en charge des questions d'urbanisme et d'habitat à partir de 2012. Donc, poste que j'ai occupé jusqu'il y a 2 mois, quand j'ai été nommé directeur général de la SNHLM. Il faut savoir qu'à un moment donné, j'ai cumulé ce poste avec un autre poste de président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Bon, je l'en remercie en fait de cette confiance qui pour moi est un gage en tout cas qu'il donne à quasiment tous les jeunes de ma génération. Et franchement, je prie Allah que en fait cette confiance en tout cas ne souffre d'aucune déception au bout en tout cas de l'exercice auquel nous sommes soumis. Alors pour l'état des lieux, nous y sommes encore parce que actuellement nos auditeurs internes sont à pied d'œuvre pour qu'effectivement on sache exactement dans quel état nous avons trouvé la boîte, mais ça ne nous empêche pas déjà de dérouler selon les orientations qui nous ont été données par le président de la République. Donc vous conviendrez avec moi que je ne pourrai pas rentrer dans les détails, n'ayant pas tout à fait les résultats encore de cette étude interne que nous avons suscitée dès notre arrivée. Mais ce que je puis vous dire, c'est que j'ai trouvé une jeune équipe engagée, j'ai trouvé beaucoup de ressources et beaucoup de matière. Pour ce qu'il m'est donné de faire, nous allons essayer en tout cas avec cette équipe, avec les ressources en interne que nous avons trouvées ici,
de s'organiser pour optimiser au maximum, en tout cas, et puis donner les résultats qu'il faut, c'est-à-dire permettre au plus grand nombre de Sénégalais d'accéder à un logement à des prix raisonnables. Alors, vous savez, la SNHLM est déjà une vieille structure. Elle n'est pas vieillotte, mais c'est une vieille structure. C'est-à-dire, elle a beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience, dans le sens où elle est née depuis 1959. Alors, elle a aussi eu à réaliser nombre d'unités résidentielles à travers le territoire national. C'est-à-dire, aujourd'hui, HLM... c'est un label qui marque quand même les Sénégalais, dans le sens où HLM Gibraltar, c'est nous, HLM Angoulmou, c'est nous, HLM 1, c'est nous, HLM 2, 3, 4, 5, 6, c'est nous, HLM Grand Médine, HLM Grand Yoff, Ouagouniaï. Donc, tous ces quartiers qui restent importants dans le paysage urbain sont des productions typiquement sénégalaises, totalement sénégalaise et totalement prise en charge par la SNHLM. Alors, c'est le même cas lorsque vous allez à Thiès, avec les HLM de Thiès, HLM Bongré à Kaolack, HLM Nema à Ziguinchor, et Saint-Louis et autres, et j'en passe. Donc ça veut dire quand même que non seulement la SNHLM a traversé le temps, mais elle a offert au Sénégal une partie de son histoire urbaine. C'est ce que nous devons assumer aujourd'hui. Mais nous devons l'assumer également en affrontant les nouveaux défis. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un nouveau millénaire. Les standards internationaux ayant changé, nous devons nous adapter. Donc, par conséquent, nous travaillerons à ce que les Sénégalais sachent exactement quelle est l'importance de notre société dans l'architecture institutionnelle, mais aussi son poids dans le secteur dans lequel il évolue, notamment le secteur de l'habitat et de la promotion immobilière. Alors, vous savez, en fait, vous avez raison de le dire, le volet habitat est très très important dans le PSE. Parce que déjà, c'est quasiment, comme le disait le ministre Diène Farba Sarr la dernière fois qu'il est venu nous rendre visite ici, donc l'habitat pèse pour un tiers des 3 piliers fondamentaux. Alors, vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe au niveau du pôle urbain de Diamniadio et qui se projette sur le lac Rose, vous comprendrez qu'il y a la volonté avec le PSE de résorber le gap qu'il y a en unité résidentielle pour qu'effectivement, non seulement il y ait une offre conforme à la demande sur le marché, mais qu'effectivement la rencontre entre ces deux éléments puisse donner en fait des prix à la vente et à la location qui soient plus appropriés pour le marché. Quel est le rôle alors de la SNHLM dedans? C'est aujourd'hui la plus grande ambition définie ou découlant en tout cas des orientations ou de la vision du chef de l'État, c'est de produire au moins 15 000 logements par an sur les 10 ans à venir, ce qui fait 150 000 unités d'habitation. Sur ces 150 000 unités d'habitation, nous comptons en tout cas apporter une grande part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour nous sommes dans les dispositions de produire au moins un tiers de l'objectif qui est prévu sur les 10 ans. Vous savez, pour comprendre en fait la cherté du logement, il est aussi important de voir quel est le processus dans l'acte de construire en tant que tel et les éléments constitutifs également du prix de revient d'un logement. Alors, je prends un exemple, 3 exemples précis, c'est-à-dire le foncier, lorsque vous l'avez acquis, lorsque c'est l'objet d'une transaction, c'est-à-dire que vous avez acheté un terrain pour l'aménager. Lorsque vous vendez, il y a forcément une partie du prix de revient qui est constituée par la valeur de ce foncier qu'il faut naturellement intégrer dans la marge. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi les aménagements sommaires, ce qu'on appelle les VRD, les voiries réseaux divers, c'est-à-dire les routes secondaires qui se joignent à la voirie primaire et qui doivent être des voies de desserte interne
qui sont aussi à la charge généralement du promoteur. Ensuite, les autres réseaux divers, c'est-à-dire il faut l'adduction d'eau, il faut l'arrivée de l'électricité, il faut l'arrivée aussi des câbles de télécommunications tels que le téléphone et autres. Alors, bon, ce qui se passe, c'est que lorsque vous construisez ces infrastructures en anticipation, lorsque le promoteur préfinance ces réalisations, elles rentrent dans le patrimoine des sociétés concessionnaires, telles que la SDE, la SONES, la Sénélec, l'ONAS. Mais en réalité, il faut aussi, pour qu'on puisse le défalquer, pour qu'on puisse en tout cas le dissocier du prix de revient, ou bien ne pas l'intégrer en tout cas, il faut que les sociétés concessionnaires le prennent en charge et rapidement. Sinon, pour déterminer sa marge, il faudra bien prendre en compte tous ces investissements, qui sont des investissements lourds, importants. Donc, ces deux éléments participent à rendre cher également le logement. Mais alors, si vous ne travaillez pas sur fonds propres et que vous financez tous vos projets sur la base d'emprunts bancaires, là aussi, vous êtes soumis au taux d'intérêt du marché. Et tous ces éléments réunis, en plus du coût important aujourd'hui des matériaux, parce qu'il y a eu une hausse exponentielle du coût de ces matériaux, donc naturellement, vous arrivez à un prix qui sur le marché ne sera pas forcément toujours abordable. Mais je puis vous assurer que nous, en tant que Société nationale des habitations à loyer modéré, nous estimons que dans le temps, depuis 1959, nous proposons des schémas, en tout cas d'acquisition, qui sont plus abordables pour le client, qui sont plus aisés. Dans le passé, il y avait un système que nous avions estimé dans le secteur assez intéressant et qui avait un peu porté ses fruits. C'était l'ASCAT Urbam, qui était une grande société nationale d'aménagement de terrains urbains, mais qui s'adossait en fait à un fonds, le fonds d'amélioration de l'habitat urbain, qui était logé au niveau de la BHS. Je pense que ce sont des procédés qui permettaient de prendre en charge, en tout cas, les VRD et autres frais liés à l'aménagement, et puis après, qui pouvaient un peu jouer au finish sur les prix à la sortie. Bon, tant que nous n'aurons pas trouvé ce type de montage, je pense qu'il nous sera difficile de respecter effectivement les lois du marché. Mais un logement social, à la base, il est défini légalement. La seule définition, en tout cas en termes de seuil financier, la seule définition est proposée par le Code général des impôts, qui estime que le logement est social lorsqu'il est inférieur à 20 millions. Alors, bon, nous-mêmes, nous estimons que quand même 20 millions, c'est un seuil quand même important pour la majeure partie des ménages qui sont accédants, en tout cas, à la propriété. Mais je pense aussi que l'État a consenti d'énormes efforts, notamment sur la LFR d'il y a 2 ans. Il y avait un système incitatif qui permettait, lorsqu'on investit dans le social, qu'il puisse y avoir au moins un minimum de marge et un minimum de possibilités pour les Sénégalais d'accéder à un logement à un prix intéressant. Bon, mais ceci dit, j'ai bon espoir qu'avec le Conseil présidentiel sur le financement du logement qui avait été annoncé, et aussi le Conseil national de l'urbanisme qui a été convoqué par le président de la République, les acteurs du secteur discuteront de la question et poseront toutes ces préoccupations sur la table pour qu'elles puissent trouver effectivement des réponses adéquates. Bon, oui, je peux revenir sur ma formation politique. Hein. Moi, je me suis très tôt engagé en réalité. Bon, je fais un clin d'œil à mon grand frère Benoît Sambou, à qui je dois, je peux le dire, mon engagement politique. Parce que c'était mon grand frère au lycée d'application de l'école normale supérieure, où nous avons été les premiers à initier en fait des grèves dans un milieu qui était hostile
en tout cas à ce type de manifestation. Nous avons monté le premier comité de lutte. Après, Talla Sylla nous a rejoints au lycée et ça a envenimé finalement, je dirais, la situation. Mais en tout cas, je lui dois beaucoup avec Talla Sylla dans ma formation. Et d'ailleurs, bon, je suis aussi un enfant de la gauche parce que j'ai un peu baigné dans cela par les pères, par les oncles. Donc mon premier engagement politique a été avec Andedjeuf PADS, comme quasiment l'ensemble de l'intelligentsia politique. Bon, je suis fier de le dire parce que mon président en qui je crois et qui est le président de mon parti, effectivement, lui aussi est un agi de lait, comme on dit. Bon, j'ai commencé par AGI, après j'ai fait un peu le mouvement associatif. J'ai été 88 arts en tant qu'élève. Et puis, bon, le voyage aussi m'a permis de m'engager sur d'autres causes, la cause des étrangers en France, la cause étudiante. Bon, après, j'avais fait un peu de stand-by quand même sur la politique, jusqu'à ce que le parcours du président de la République actuel m'attire à tel point que je me suis rapproché de lui et que j'ai adhéré à l'Alliance pour la République. En tout cas, que je l'ai accompagné en tout cas dans ce combat qui me semblait l'un des combats les plus nobles de l'après-indépendance. Bon, mon idée, elle est simple. Je veux dire, ils sont dans leur rôle. Bon, le président, il gouverne et les opposants s'opposent. Donc, les opposants, vous savez, au Sénégal, ils ne s'opposent jamais en vous rendant la vie facile. Hein. Je veux dire, même s'il faut inventer quelquefois, c'est à ce prix-là qu'on s'oppose. Bon, pour le cas de Abdoul Mbaye, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'estime que, bon, j'ai un peu de gêne, je dirais, parce que, vous savez, si vous êtes d'accord parce que vous êtes dedans et que vous n'êtes plus d'accord parce que vous n'êtes plus dedans, bon, ça me semble quelquefois une démarche un peu maladroite en politique. Bon, sinon, les arguments qu'il avance valent ce qu'ils valent. Hein. Donc, c'est au niveau du débat, les gens disent ce qu'ils pensent. On est en démocratie. Bon, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de déclarations. Mais je pense qu'en ce qui le concerne, parallélisme des formes oblige. Je crois que le Premier ministre a servi à Abdoul Mbaye une réponse à laquelle moi je suis tout à fait solidaire du fait de la pertinence et également de la profondeur des idées qui sont dégagées. Bon, pour le cas de Sonko aussi, c'est pareil. Je pense qu'ils ne sont pas les premiers opposants depuis l'indépendance. Abdoulaye Wade a commencé à s'opposer en 1974. Donc ça veut dire déjà que notre démocratie, elle est forte et qu'elle est vitale. Mais tout de même, il ne faut pas confondre son engagement politique et son engagement au service de la République. Par conséquent, Sonko, avec qui j'ai eu à débattre dans le décryptage, bien avant qu'il n'occupe vraiment le devant de la scène, nous avons eu à discuter de ces questions-là. Et moi, mes réponses sont toujours les mêmes. Les Sénégalais jugeront, mais nous restons quand même des légalistes. Nous croyons en la République, respectons ces textes. Aujourd'hui, je pense qu'il est traduit devant le Conseil de discipline. Il appartient à ces plénipotentiaires-là qui doivent se prononcer sur cette question, de rentrer en profondeur dans les faits, de les juger et de rendre une décision. Je pense que je leur fais confiance. Moi, je fais assez confiance aux organes et aux personnes qui incarnent l'État et la République. Et je peux me rendre solidaire naturellement des décisions qu'ils rendront. Mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser des documents ou bien profiter en tout cas du cadre qui est offert à tous aux fonctionnaires d'accéder à l'information, effectivement, pour s'opposer. Ça, si c'est le cas, ça me semble inadmissible et inconcevable dans une démocratie comme la nôtre et dans un pays qui aspire à l'émergence. Bon, nous allons voir comment les choses vont évoluer.
Et puis après, peut-être nous pourrons éventuellement commenter, parce qu'effectivement, en ce moment, tout est pendant. Donc moi, j'éviterai quand même de rentrer dans ces détails-là. Mais je crois qu'un haut fonctionnaire, ce qui le symbolise en gros, c'est le devoir de réserve. D'accord. Parlons maintenant de l'actualité, c'est-à-dire HCCT, c'est-à-dire au Conseil collectivité territoriale. Donc, il y a beaucoup de tiraillements au sein de Benno Bokk Yakaar avec le problème de quota. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous militez à Tambacounda, vous parlez un peu de votre base là-bas déjà et revenir un peu sur le HCCT. Oui, moi, bon, je suis né à Tamba, je suis un conseiller municipal et un conseiller départemental de Tamba. Donc, je suis fier d'ailleurs d'être un élu de Tamba et de bénéficier de la confiance des populations. Parce que moi, j'aime la base. J'estime que la politique, c'est d'abord la base, c'est le fief. Il faut savoir être un bon relais pour les populations qui nous font confiance et population à laquelle il faut porter la bonne information. Donc naturellement, moi, tous les week-ends, quoique Tamba soit éloigné, je rejoins la base pour qu'on échange, pour qu'ils voient effectivement que nous sommes à leur service. Pour ce qui est du Haut Conseil, je pense que c'est une institution pertinente. Non seulement elle est pertinente, mais elle suscite également des enjeux. Raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de tiraillements et beaucoup d'intérêt portés par les différents élus sur cette institution. Donc naturellement, tout le monde veut y siéger et je peux le comprendre. Parce que justement, c'est une belle institution qui va permettre effectivement aux collectivités de participer à la décision publique. Alors, d'aucuns ont dit que c'est un Sénat bis, mais enfin, moi j'estime que la pertinence ou non du Haut Conseil, ça me semble actuellement un faux débat. Ce débat pouvait se justifier lors du référendum parce que le Haut Conseil était inscrit dans les 15 points qui étaient proposés au peuple. Le peuple a délibéré. Enfin, en tout cas, le peuple a donné une sanction positive aux 15 points de réforme qui avaient été soumis, en tout cas, à son attention ou à sa validation. Donc, la question de sa pertinence, je n'y reviens pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'était que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est finalement la coalition qui a le plus résisté depuis l'indépendance, parce qu'à chaque fois, au bout de 2 ans, souvent les coalitions de gouvernement connaissaient un éclatement ou en tout cas des dissensions et des divergences. Mais le débat politique aussi interne, c'est ça la démocratie. Ce n'est pas un débat qui va dans un sens. C'est un débat contradictoire qui est proposé. Donc forcément, les gens ne sont pas ensemble, ne sont pas toujours d'accord sur les idées. Mais lorsque la délibération est faite et que la majorité est dégagée, tout le monde est solidaire de la décision. Je donne un exemple précis. Nous, on a eu une lettre circulaire qui a été donnée aux mandataires, en tout cas au niveau local, qui nous a réunis. Nous avons discuté, nous avons décortiqué le fond de la lettre. Que disait cette lettre circulaire du président de l'APR? D'abord, retournez à la base. Si vous pouvez avoir des consensus selon le quota qui vous est attribué, nous ne changerons pas une virgule. Associez les alliés à vos discussions. Si vous ne trouvez pas de consensus, recueillez toutes les candidatures et remettez-nous dûment ces candidatures à travers le mandataire national, c'est-à-dire notre camarade Benoît Sambou, pour qu'effectivement on procède aux arbitrages les plus objectifs possibles. Je pense que c'est un processus qui est très clair, accepté par tout le monde au départ. Nous nous sommes réunis à Tambacounda sous la présidence du coordonnateur départemental, l'honorable député Mambalolo, maire de Tambacounda, et moi-même comme secrétaire général, secrétaire administratif donc de séance. Donc, nous avons procédé à la lecture de la lettre circulaire. Tout le monde en a pris connaissance. Nous avons ouvert les débats et un consensus n'a pas été trouvé. Nous avons recueilli toutes les candidatures que nous avons transmises par les voies légales, justement pour un arbitrage au sommet. Nous avons eu effectivement les résultats que nous avons fort bien appréciés d'ailleurs, parce que notre camarade Bilaliba et notre camarade
Bomel Diallo ont été choisis. Donc pour nous, ça a été une parité respectée, deux postes qui vont dans le département, donc hors du champ du chef-lieu de commune. Donc par conséquent, nous approuvons ce choix et nous ferons l'impossible pour que nos deux conseillers passent. Maintenant, une élection ou un choix de ce type ne peut pas faire l'unanimité. Il faut forcément qu'il y ait des grincements dedans parce que le Haut Conseil est un enjeu important. Est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme là-dedans? Parce qu'on dit que le président Macky Sall a porté son choix sur Tanaka. Donc est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme qui... Non, moi je ne le vois pas sous l'angle du favoritisme, moi je le vois plutôt sous l'angle du partage des responsabilités. Vous savez, le président Macky Sall, ce que j'apprécie chez lui, c'est son sens du partage. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas parce qu'on est plus fort qu'on s'arroge tout. Aujourd'hui, la deuxième personnalité de l'État, qui est le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, est membre de la conférence des leaders du Benno Bokk Yakaar. Donc, aujourd'hui, si jamais il se confirmait que Ousmane Tanor Dieng, qui est un homme du Sérail, un homme connu pour sa réserve, un homme connu pour son professionnalisme, effectivement, s'il arrivait à être installé à la tête du Haut Conseil, je pense que non seulement ça serait un très bon choix, parce qu'il est élu depuis longtemps, maire depuis très longtemps, bénéficiant d'une très grande expérience de l'État, un grand commis de l'État. Troisièmement, ça serait pour notre coalition vraiment un grand signal de partage, un grand signal de démocratie, parce qu'effectivement, l'APR ne s'arroge pas tout, quand bien même l'APR est majoritaire. Donc, cette idée de partage, cette idée de démocratie me semble très appréciable chez le président de la République. Et peut-être c'est même un des gages, justement, du bon fonctionnement de Benno Bokk Yakaar et effectivement de sa résistance au temps. Bon, mon dernier mot, c'est vraiment remercier Dakar 7 pour son invitation et puis dire que le président de la République est pour nous une grande chance. Si je le dis franchement sans démagogie, j'estime que installer le Sénégal dans l'émergence, il ne pouvait pas y avoir meilleure preuve que le bond que nous avons eu en termes de taux de croissance. Arriver avec un taux de croissance faible, déjà au bout de 3 ans, nous sommes à 6,5. Donc avec des financements dans le cadre du PSE qui sont bien structurés, qui sont importants en volume, la réalisation d'infrastructures importantes telles que Ila Touba, telles que le pôle urbain de Diamniadio, honnêtement, nous l'en remercions de nous avoir mis sur les rampes de l'émergence.